Europe Matin, Dimitri Pavlenko. Demain soir, c'est le réveillon. Alors, quel meilleur moment pour découvrir ou se rappeler les origines de Noël? C'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Commençons par ce qui est devenu de nos jours le cœur de cette fête de Noël. Repas fétiche, le repas du réveillon. Bonjour David Michon. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes historien de la gastronomie. Quel beau métier, ça, historien de la gastronomie. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage en particulier, 24 heures de la vie d'un restaurant, Paris 1867. C'est édité par les presses universitaires de France. Alors, David Michon, à quand remontent les origines du repas de Noël, cette célébration autour d'un repas particulier, un peu plus riche que celui qu'on mangeait traditionnellement, qu'on mange quotidiennement? Alors oui, tout à fait. Alors on a des origines apparemment dès l'époque romaine, parce que notamment au moment du solstice d'hiver, le 21 décembre, le peuple romain fêtait en fait les Saturnales. Alors les Saturnales, c'était en hommage au dieu Saturne, et à cette occasion, on pouvait avoir des barrières sociales qui s'estompaient, on partageait différents mets, et petit à petit, siècle après siècle, c'est vrai que on a une période qui finalement correspondait à celle de la nativité, de la naissance de Jésus. Et donc c'est devenu petit à petit une fête culturelle, même occidentale, qui est aujourd'hui partagée quasiment par tous. Alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle d'ailleurs repas de réveillon? Qu'est-ce que c'est le réveillon exactement, David Michon? Alors en fait, le réveillon, réveil un peu, si vous voulez, ça correspond finalement au moment de pénitence, de faire maigre, le repas maigre en fait du 24 au soir, c'est-à-dire avant la messe de minuit, et au retour de cette messe-là, le repas gras. En fait. Donc à partir de là, on peut consommer de la viande. On passe d'un jour maigre à un jour gras. Et donc ce terme de réveillon, donc voilà, on se réveille. Oui. On se réserve pour Noël. Donc on peut manger un peu plus avec abondance. On veille avant la messe, puis on reveille pendant le repas gras, qui vient récompenser les longues heures passées aux offices de la nuit en quelque sorte. C'était ça. Oui, c'est un petit peu ça, les longues heures. Et puis, pensez aussi qu'à une certaine époque, c'était parfois une longue marche pour rejoindre l'église. Et dans le froid de l'hiver, donc, bien sûr, quand on rentre, on mange chaud et gras, si possible. Voilà, des plats mijotés, ce genre de choses. Alors voilà, transition toute trouvée pour aborder maintenant ce que l'on met sur la table le soir de Noël. Et alors, c'est intéressant parce aujourd'hui, on n'a plus qu'un seul repas. Vous venez de nous dire qu'on en avait deux, repas maigre, puis repas gras. Alors, la dinde, le saumon, le foie gras, etc. Alors, je ne sais pas comment on va procéder, David Michon, peut-être mets par mets. Commençons peut-être par la dinde. Aujourd'hui, c'est l'élément central, c'est le plat typique aujourd'hui du repas de Noël. Et l'on découvre, quand on vous lit, quand on regarde aussi un peu, quand on cherche les origines de ces traditions, que la dinde de Noël, en fait, ce n'était pas du tout une vieille tradition française, c'est assez récent. Oui, c'est assez récent. Longtemps, on tuait le cochon l'hiver, donc c'est vrai que c'était surtout le porc. C'était déjà quelque chose de pas si fréquent pour tous les Français de manger de la viande. Donc le cochon, et notamment sous forme de boudin. Il y a encore un siècle, plusieurs chroniqueurs nous expliquent qu'à Paris, au moment du réveillon, tout le monde consomme du boudin. La dinde, c'est assez récent parce que déjà de toute façon, elle est perçue comme assez exotique, c'est un animal assez rare, et on mangeait beaucoup plus de lois, par exemple. De lois, pourquoi? Parce que c'est souvent considéré comme quelque chose de solaire, et c'est vrai que tous les oiseaux peuvent se rapprocher un petit peu du ciel, donc protection, prospérité, on est beaucoup dans les symboles, mais la dinde en elle-même, c'est finalement assez récent. Oui, ça nous vient des États-Unis en fait, la tradition de la dinde de Noël. C'est une tradition importée. Oui, tout à fait. C'est une tradition importée et qui s'est démocratisée dans la deuxième partie du XXe siècle. Déjà quelques tables bourgeoises urbaines il y a un siècle de cela, mais maintenant aujourd'hui l'évidence de la dinde est finalement cette évidence-là assez récente. Alors c'est très intéressant quand on regarde les traditions régionales encore au XIXe siècle. En Armagnac, par exemple, un dîner de Noël, c'était la daube avec du bœuf. En Corse, c'était plutôt la polenta. Les oies, c'était Languedoc, Béarn, etc. Enfin, voilà, il y avait des traditions régionales extrêmement fortes. Mais alors, qu'en est-il des crustacés, du saumon fumé, etc. Depuis quand on mange ça au réveillon de Noël? Je crois que c'était d'ailleurs assimilé, plutôt les poissons et les crustacés, au repas maigre. C'était plutôt cette première partie du réveillon de Noël.
Oui, tout à fait, considérés comme des aliments maigres finalement, avec voilà les huîtres, les fruits de mer, le saumon, Mhm. pas forcément d'ailleurs associés à Noël. Hein, on a des recettes d'huîtres dès le Moyen Âge. Et évidemment, on consomme des huîtres depuis facilement 2000 ans, enfin en tout cas dans les sources qu'on peut avoir, bien sûr. Mais ça reste aussi potentiellement quelque chose d'assez luxueux, Ouais. bien sûr. Et Mais il y a la un petit reste des démocratisation, règles on va dire. religieuses quand même. Il y a un petit reste des règles religieuses Oui, d'antan. ou- oui, tout à fait. Il y a des restes de règles religieuses. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est considéré comme quelque chose d'assez classique d'ouvrir notamment un repas de Noël avec des huîtres. Et puis la large Mhm. industrialisation aussi du saumon fumé fait que toutes les tables peuvent assez facilement en proposer, Ouais. même si ça va pas être forcément de la même origine, de la même qualité. Les gens se dissocient quand même un petit peu grâce à ces choix différents. Alors, David Michon, ce qui est intéressant de souligner aussi, c'est que le repas de Noël, c'est un repas plus copieux que les autres. Parce qu'il y avait cette croyance, ce principe aussi, on disait que l'abondance promet l'abondance. Noël, on le fête au tout début de l'hiver, c'est le début de la saison froide, c'est le début de la saison calme aussi dans le calendrier agricole. Et il y avait cet espoir que l'année suivante soit belle et que bien manger le soir de Noël, le soir du réveillon, eh bien, ça permettait d'assurer la prospérité l'année suivante. Est-ce qu'on peut passer maintenant au dessert, les aliments sucrés? Ça fait combien de temps qu'on mange par exemple la bûche de Noël, David Michon? Est-ce que c'est une tradition ancienne? Alors on a une trace à la fin du 19e siècle d'un pâtissier parisien à propos de la bûche de Noël, mais la bûche de Noël arrive beaucoup plus après la Deuxième Guerre mondiale, Mhm. donc c'est pas une tradition, on va dire, qui a des siècles, non pas du tout, la bûche au sens évidemment du biscuit roulé, hein. Alors en plus aujourd'hui on peut l'avoir à la noisette, au chocolat, je sais pas, à la vanille, etc. Donc c'est devenu un incontournable, mais c'est là où c'est intéressant, ça Oui. n'a pas toujours été, bien sûr. Oui, parce que à la base c'était une vraie bûche, hein, la bûche de Noël, hein, qu'on mettait dans le feu. Absolument. Oui. Oui, tout à fait. On la mettait à brûler plusieurs jours, voilà, un tronc d'arbre notamment pour célébrer le solstice d'hiver. Donc on a cette référence-là par rapport à la bûche et à la forme que nos parents, grands-parents pouvaient faire évidemment avec cette bûche roulée là, qui est aujourd'hui d'ailleurs assez régulièrement une bûche glacée, hein, ça change aussi. Alors là, la bûche, mais ce qui est intéressant, c'est que toutes les sucreries autour de Noël, on voit qu'en Italie, par exemple, on a le panettone, mais il y a d'autres choses, les fruits secs, les noix, les amandes, les petits pains blancs, etc. Tant de choses aussi qu'on offrait beaucoup. Et là, on voit le lien qu'il y a entre le repas de Noël et la tradition de s'offrir des cadeaux à Noël. On offrait volontiers des aliments autour de cette période de Noël, David Michon. Oui, oui, bien sûr, puisque vous parliez tout à l'heure d'abondance. L'idée, c'était justement de provoquer cette abondance en se faisant plaisir, déjà aussi avec une forme de quantité. On l'a gardé aussi encore aujourd'hui. On mange souvent beaucoup, souvent trop. Il y a énormément, mais bon, c'est aussi pour marquer cette forme de richesse, mais richesse aussi dans le partage. La tradition des 13 desserts, qui reste encore largement en partie en Provence, hein, vous l'avez encore, c'est cette idée-là un petit peu qu'on mange après la messe et qu'on doit goûter même à chacun des 13 desserts, un petit peu à chaque fois, mais on est dans cette idée d'abondance et cette idée aussi de partage en relation, Ah oui. encore en partie aussi, Parce que quand à la religion. Parce que quand on allait voir ses proches ou des amis, il était convenu, ça se fait moins aujourd'hui, mais les parents, les grands-parents, dans les années 50, on faisait ça encore beaucoup. On amenait un petit quelque chose à manger aux proches pendant la période des fêtes. Oui, du chocolat par exemple, hein, c'est quelque chose qui s'offrait, hein, produit quand même encore assez luxueux, donc on pouvait offrir voilà du chocolat, pourquoi pas. Certains offraient aussi du café, si vous en souvenez. Donc oui, on reste dans cette tradition-là du partage. Et les oranges, pour finir, David Michon, les oranges, ça vient d'où ça? Les oranges, on a quelque chose en lien très largement avec aussi forme de religion, on va dire. Et donc l'orange qu'on partage, l'orange qu'on offre aussi aux enfants sages.
Alors après, c'était devenu aussi, tu n'auras qu'une orange si jamais tu n'es pas sage, parce que on avait aussi les cadeaux. Hein, donc une orange, ça peut constituer pour les enfants quelque chose d'assez triste. Mais cultiver les oranges, c'est aussi montrer cette rareté qu'on pouvait avoir. Donc, qui dit rareté dit pouvoir, dit argent. Et c'était vraiment un produit de luxe pour l'aristocratie française il y a un siècle de cela. Là aussi, maintenant, ça s'est complètement démocratisé. Voilà, les agrumes de Méditerranée, la symbolique du volatile aussi qui nous rapproche de Dieu. Les symboles sont partout sur la table de Noël. Merci beaucoup David Michon d'avoir partagé votre savoir avec nous. Je rappelle le titre de votre ouvrage, 24 heures de la vie d'un restaurant, Paris 1867. Ce restaurant, c'est chez Gustave et c'est un ouvrage qui se savoure. C'est aux Presses universitaires de France. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée David Michon. Merci beaucoup. Il est 7h23 sur Europe 1.